Merci Frédéric Leroy de cette introduction, d'autant qu'en plus j'ai une grande admiration pour Michel Houellebecq. Et j'en profite tout de suite pour vous conseiller de la lecture, non pas de ses romans, parce qu'ils sont très bien, mais il y a un livre moins connu, c'est son petit livre sur Lovecraft, qui est absolument génial. Ceux qui s'intéressent à Lovecraft, comme ceux qui ne s'y intéressent pas, comme c'était mon cas avant. Vraiment un moment formidable, c'est aux éditions du Rocher. Excusez-moi, mais publicité gratuite. J'aime bien indiquer des bouquins. Alors, il y a une petite variation de titre, mais c'est strictement le même propos. Donc, je vais vous parler de la beauté partout, art et esthétisation de la vie. Alors, je vous préviens tout de suite d'une chose, c'est que je ne suis pas un philosophe, je dirais, trop spéculatif. Je suis un philosophe empiriste, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse d'abord, c'est de décrire à peu près convenablement les situations. Donc, dans ce que je dis, il y a peu de jugement de valeur. Il peut y en avoir à la fin, ça c'est certain. Mais prenez plutôt le caractère un peu pince sans rire de ce que je dis. C'est-à-dire que j'essaye de décrire les situations. C'est ce que j'ai fait dans l'art à l'état gazeux, ce que je ferai dans la suite, sur la beauté partout. Mais je n'aime pas les jugements de valeur, ni les rationalisations, les grandes systématisations, les grandes théories prématurées, parce que en général, ça ne mène pas très loin. Alors donc, je vais vous parler de ce mouvement, d'abord de la situation de l'art aujourd'hui, et ensuite de la manière dont la vie entière se colore esthétiquement. Alors je commencerai par quelques éléments de rappel qui sont peut-être un peu académiques, mais qui sont importants. D'abord pour vous dire qu'on n'a pas du tout pensé toujours l'expérience de l'art de manière esthétique comme nous le faisons jusqu'ici. L'expérience de l'art et l'expérience esthétique a souvent été interprétée un peu autrement. En d'autres termes, donc par exemple, comme je mets note sur la diapositive chez Platon, en termes érotiques, cognitifs et mystiques, puisque dans le banquet, l'enquête sur le beau commence par qu'est-ce que le beau, puis ensuite comment monte-t-on jusqu'à l'amour du beau à travers l'amour des corps, et puis de l'amour du beau à l'amour des idées, et finalement à la connaissance mystique. Donc il est peu question d'esthétique à proprement parler. Et de la même manière, vous avez des penseurs néoplatoniciens comme Plotin qui parlent de l'esthétique en termes de contemplation mystique de l'un, source de toute chose avec lequel le regard s'identifie. Je vous ai mis une citation là de Plotin qui est tout à fait caractéristique de ces sortes d'extase mystique de la beauté, d'où nous nous sommes éloignés et néanmoins dont nous sommes proches de manière figurée ou métaphorique. Ceux qui n'ont pas la vision entière de la beauté n'accordent foi qu'à la seule impression qu'ils en recueillent, mais ceux qui sont comme totalement gorgés et enivrés de ce nectar, parce que leur âme aura été irriguée tout entière par le beau, ceux-là ne peuvent pas rester de simples spectateurs, car il n'y a plus un être qui voit de l'extérieur et de l'extérieur, un autre être qui est vu, l'être qui a la vue perçante couve en lui-même ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion extatique dans l'expérience de la beauté. Je reviendrai sur ce thème de la fusion, c'est pour ça que je commence, comme vous voyez, très en avant par rapport à l'époque contemporaine. Dans la pensée médiévale, qui est très intéressante à étudier, il n'est pas question d'art la plupart du temps, il est énormément question de la beauté, mais lorsqu'il est question de la beauté, c'est par rapport à la beauté de Dieu, et Dieu à travers sa création, et à la beauté du bien, la beauté morale. Mais le commentaire sur l'art et sur l'esthétique est quasiment inexistant, c'est-à-dire qu'on a une esthétique médiévale sans esthétique. En fait, l'expérience esthétique, c'est-à-dire l'expérience de l'art comme expérience esthétique, est apparue de manière assez récente. Elle remonte, à mon avis, pas plus haut que la fin du XVIIe siècle, quand on identifie difficilement, d'ailleurs au départ, un domaine d'expérience qui n'est pas une expérience cognitive, parce que pour la penseur du XVIIe siècle, avoir des idées, c'est avoir une connaissance, quand les idées sont claires, et c'est pas non plus une expérience purement sensorielle, avoir les idées, c'est avoir une sensation, c'est entre les deux. Et à la fin du XVIIe siècle, un certain nombre de penseurs, Leibniz, le père Bourse, commencent à isoler un domaine où à la fois on n'a pas des connaissances, c'est-à-dire que c'est pas très clair ce qu'on perçoit, et en même temps c'est un peu plus qu'une sensation,
et c'est l'expérience de l'art. Et ça donnera lieu à une expression qui est tout à fait courante au XVIIe siècle, fin du XVIIe, c'est un je ne sais quoi. L'expérience esthétique, c'est un je ne sais quoi. C'est une expérience de sentir, mais c'est plus qu'une simple sensation, et c'est moins qu'une idée. C'est-à-dire c'est plus que sensoriel, et c'est moins que cognitif. Et je remonte là parce qu'en fait, l'âge de l'esthétique, dans lequel nous sommes encore, l'âge de l'esthétique commence à la fin du XVIIe siècle et nous mène jusqu'à l'époque contemporaine. Cet âge de l'esthétique, c'est l'âge du spectateur, c'est l'âge du concert, de l'opéra, du musée qui commence à naître, du voyage cultivé, les premiers voyages en Italie, le Grand Tour, et c'est l'âge de la critique d'art. C'est-à-dire que l'esthétique, tout ça pour dire que l'esthétique, c'est nous faire entrer dans un monde de la réception. Je suis, au fil des années, je suis devenu très historien de l'art, ayant fait les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire ayant commencé par l'art contemporain et moderne pour remonter dans le passé. Mais par exemple, à l'époque de la Renaissance, il n'y a pas de considération du spectateur. Dans l'art de la Renaissance, pas de considération du spectateur. Il y a deux avis qui comptent sur l'œuvre d'art. C'est l'avis des collègues, des pairs, des gens du même métier. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art est jugée dans l'atelier par les gens qui font le même métier et qui partagent le même savoir, c'est le point de vue des artisans. Et puis il y a le point de vue du commanditaire, qui n'est pas un spectateur particulier, le commanditaire étant celui qui a passé le contrat, défini les conditions, défini les dimensions, défini le sujet, défini les matériaux, défini la part même que éventuellement l'artiste va prendre par rapport à celle que prendront ses assistants. Mais il n'y a pas de point de vue du spectateur pour l'art du XVe siècle. C'est du point de vue soit des gens de la profession qui savent comment ça se fabrique, soit le point de vue des commanditaires qui voient si c'est ou non conforme à la commande. Le point de vue du spectateur, il arrive pour nous quand nous allons au musée des Offices, quand nous allons au musée des Louvres. Mais c'est un point de vue qui est largement postérieur. On n'est pas encore à la Renaissance, on n'est pas encore dans l'âge de l'esthétique. Donc, en fait, l'âge de l'esthétique, c'est la réception de l'art, de toutes les formes d'art, parce qu'il y a la musique, bien sûr, il y a la peinture, il y a l'opéra, il y a le théâtre, etc. La réception de toutes les formes d'art dans la sensibilité. Alors, l'expérience esthétique, pour nous maintenant, et je m'achemine comme ça lentement vers la question d'aujourd'hui, l'expérience esthétique, nous la connaissons, et néanmoins, quand nous avons à en parler, nous avons du mal. Bon, évidemment, ce qu'on va dire, c'est beau. C'est beau, mais comme vous savez tous que ça veut tout dire et en même temps, ça veut rien dire comme jugement esthétique. En revanche, nous pouvons définir et décrire assez bien ce qui se passe dans une expérience esthétique, quel que soit l'objet qui la cause, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que du grand art dans la vie. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Vous pouvez très bien être ému esthétiquement par une croûte. Ça n'a aucune importance. Ça ne vous empêche pas d'avoir une expérience esthétique. Et une expérience esthétique, je dirais, de qualité. C'est de qualité. Donc, quels sont les traits auxquels on reconnaît une expérience esthétique ? Bon, une perte de contact avec la réalité immédiate. Si on décroche par rapport à la conduite utilitaire, et à la conduite, c'est le moment où le regard décroche, où on devient un peu rêveur. On est transporté dans un autre monde ayant sa propre réalité, que ce soit le monde de la fiction, quand vous lisez un roman, ou que ce soit le monde de l'art, ou que ce soit le monde du cinéma. Quand vous regardez un film, vous êtes transporté dans un autre monde ayant sa propre réalité. Perte des repères utilitaires, gratuité. Souvent, c'est interprété comme désintéressement. Et puis, il y a une certaine tonalité de plaisir. Tonalité de plaisir, ce plaisir étant lui-même assez confus, c'est-à-dire méritant une analyse, parce que dans ce plaisir, il y a beaucoup d'éléments qui sont différents. Alors, une chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il y a plaisir, y compris quand c'est désagréable. Comment se fait-il que vous puissiez voir, par exemple, des photos relativement atroces et en même temps y prendre un plaisir esthétique ? Vous avez à la fois le stimulus désagréable et en même temps quelque chose qui vous donne du plaisir. Plaisir y compris quand c'est étrange ou quand c'est perturbant. Et puis, encore une fois, un plaisir qui est mélangé, dans lequel il y a des dimensions cognitives, il y a des dimensions érotiques.